3, 2, 1... Hey, salut la team, comment ça va? Aujourd'hui, je dois le dire, comme beaucoup de monde, je suis hyper intrigué par la super team que viennent de former les Brooklyn Nets. Beaucoup me demandent de faire un sujet et une vidéo sur eux, mais j'avoue que c'est compliqué. Les 5 All-Stars ou anciens All-Stars n'ont encore jamais joué ensemble, et perso, j'attends de voir avant de me mouiller. En fait, c'est surtout que j'ai pas du tout envie de vous produire une analyse qui se baserait essentiellement sur du vent. Par contre, j'ai eu une idée qui peut être cool, et pour ça, il est l'heure de ressortir mon bon vieux système d'étoiles, en mode overtime. Ouais, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ces Nets-là, ils suscitent de la hype, méchamment même. Par contre, contrairement à ce que l'on peut lire parfois à droite ou à gauche, les super teams ce n'est pas quelque chose de forcément récent. Et ouais, ça a toujours existé, alors j'ai pensé à un truc, classer les équipes dans l'histoire qui avant même de jouer ensemble suscitaient le plus de hype chez les fans ou chez les observateurs. Ça permettra de voir si depuis les débuts de la Grande Ligue, ces Brooklyn Nets sont bel et bien l'équipe qui attire le plus l'œil du cirque médiatique. Pour ça, comme d'hab, j'ai choisi des critères, 4 aujourd'hui, et je commencerai par vous les présenter. En même temps, je vous donnerai le barème que j'ai fixé pour donner mes étoiles, et enfin, je vous livrerai mon top 6. Sachez qu'encore une fois, je n'ai pas chômé parce que j'ai fait des calculs pour quasiment 50 teams de l'histoire. Cette cinquantaine de teams, je suis allé les chercher depuis la création de la NBA, et elles correspondent le plus à ce que je pourrais appeler des super teams, même si la définition est vague. Pour chacune, j'ai pris l'année ou la saison qui me semblait la plus cohérente, parce que certaines, bien sûr, ont plusieurs années de vécu en commun. Si ça vous intéresse de voir l'intégralité de mes recherches, d'ailleurs, je mettrai le classement dans son intégralité dans la description de cette vidéo. Franchement, hashtag passion tableur, en ce moment j'arrête pas, c'est juste utile pour plein de choses, que ce soit préparer mes vidéos, organiser certains tournois ou même juste pour le kiff. Bref, en tout cas, avant d'aller voir le classement entier dans la description, attendez de voir le top 6, ce serait dommage de vous spoiler. Sachez aussi, et c'est important, que ce classement ce n'est pas forcément celui que j'aurais fait moi-même, sur mon ressenti si je n'avais pas utilisé mon système d'étoiles. Ceci dit, si vous me connaissez, vous savez que j'adore mathématiser les choses, avec des critères, des barèmes et tout ce qui va avec. Mine de rien, même si les chiffres ont des limites, qu'il faut prendre du recul et en être conscient, je trouve régulièrement les résultats hyper intéressant. Et heureusement, parce que je vous le dis, cette fois-ci encore, j'ai les neurones qui ont bien chauffé avec tous ces calculs. Donc je le répète, je ne classe pas forcément les meilleures super teams de l'histoire, car certaines ont lamentablement échoué, vous allez voir. Moi là aujourd'hui, je me concentre sur celles qui, avant même d'évoluer ensemble sur le parquet, généraient le plus de buzz, le plus d'enthousiasme. Ouais, on ne se base que sur la hype aujourd'hui, mais je pense que vous l'avez capté, donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour le top 6 des super teams les plus hypantes de toute l'histoire. Allez, avant de se lancer corps et âme dans le top, histoire que vous compreniez bien mon taf, je vais vous présenter mes critères. Déjà, sachez-le, dans chaque super team, j'ai choisi 5 joueurs. Il ne s'agit pas forcément du 5 majeur, mais des joueurs qui, selon moi, pouvaient provoquer le plus de bruit. Pour chacun de ces gars, j'ai calculé des trucs, et ça me permettait d'établir un joueur type pour chaque équipe. Tout ça me permettait d'observer à quel point le thermomètre de la hype allait monter, et vous allez voir, parfois ça donne chaud. Du coup on passe aux critères et le premier me paraît évident. J'ai simplement compté le nombre de sélections All-Star que les 5 joueurs choisis ont obtenu avant l'année en question. Forcément, plus les gars ont de sélections All-Star, plus ils font la une des médias, et plus ils sont sur le devant de la scène. En divisant ce total par 5, comme je le disais, ça m'a permis d'élaborer un joueur type. Plus ce joueur type aura de All-Star Game dans sa poche, et plus il aura d'étoiles dans sa note, CQFD. Mon deuxième critère fonctionne pareil, il correspond lui aux séries de playoffs remportées par chaque joueur avant l'année étudiée. Oui, dans une super team à mon sens, c'est important d'avoir l'expérience des grands moments. Du coup, pour l'élaboration de mon joueur type, gagner des séries de playoffs m'a paru primordial. Alors plus un gars aura passé de tours dans sa vie en post-season, plus il apportera d'étoiles à son équipe. Jusque là c'est logique et c'est clair, non? Alors oui c'est clair, mais ça ne me suffit pas. Si je prends 5 anciennes gloires de 50 ans au niveau tout éclaté, je vais faire péter le compteur d'étoiles, mais au final ça va pas me faire gagner beaucoup de matchs, donc je comprends pas trop ton système. Tiens, pour une fois toi t'as remarqué bonne, et t'inquiète pas, j'y ai pensé à ça. Mais bon, quand même avant je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je pense que les 2 premiers critères que j'ai listés sont essentiels, même s'ils ne suffisent pas eux-mêmes. L'expérience et le vécu sont des éléments primordiaux lorsque l'on aborde une super team, mais forcément aussi ça engendre de la hype. Mais oui, pour ne pas me baser exclusivement là-dessus, parce que tu as raison, ce serait faussé, je suis allé chercher des stats aussi, celles qui correspondent à la saison S-1 de l'année prise en compte. Plus les stats du joueur type seront hautes, et plus les étoiles tomberont, c'est normal. Ça déjà, vu qu'on prend que les stats à S-1, ça évite de donner trop de valeur à d'anciennes légendes en totale fin de carrière, qui les dernières années avaient un niveau totalement claqué au sol. N'est-ce pas le T-Mac des Spurs? Ouais, je me permets, ça mérite, parce que personne ne trash talk cette franchise en temps normal. Bref, enfin, mon dernier critère ira toujours dans le sens contraire
contraire des anciennes gloires car je vais parler d'âge. Plus l'âge moyen du joueur type sera faible et proche de ce qu'en temps normal on appelle le prime athlétique, plus le nombre d'étoiles sera grand. Et oui, je ne vous apprends rien en vous disant que passé une certaine limite d'années, le niveau de jeu de pas mal de joueurs diminue et le corps ne répond plus pareil. Sauf grosse exception, plus le temps passe, moins l'avenir est rose bien souvent. C'est un peu l'histoire de la vie et du temps qui passe ça, et tout le monde n'a pas une DeLorean pour revenir dans le passé. Et ouais, ici la place pour les boomers sera très limitée. Pas de place pour les boomers, alors tu sors. Wow, toi aussi tu t'y mets, attention, les vrais savent qu'à trop jouer le jeu du trash talk avec moi, après ils regrettent, donc stop, on n'est pas là pour ça. Je suis en train de devenir complètement schizophrène moi, mais ouais, vous avez capté. Pour résumer, on a deux critères qui valorisent le passif et l'expérience, et deux autres qui mettent en lumière la jeunesse et le niveau de jeu récent. Bien sûr, tout ça peut se discuter, mais perso ça me paraît complet, je trouve que ça fait un bon mix. Du coup, je pense que maintenant que vous maîtrisez ça, il est temps d'enchaîner, donc on passe au top 6, sans transition. En 6ème place de mon classement des super teams les plus hypantes de l'histoire, voici les Cavaliers 2018. What? Jamais perso j'aurais imaginé les retrouver ici. J'avoue que c'est ma grosse surprise aussi, et au final quand on y réfléchit, au vu des critères choisis, ce n'est pas si étonnant. Et perso, voir qu'ils ont une place ici, et parler d'eux aujourd'hui, je ne trouve pas ça inintéressant du tout. Dans l'équipe, mine de rien, il y avait Isaiah Thomas, qui sortait d'une saison à 29 points par match avec Boston, Derrick Rose, un ancien MVP, mais aussi Dwayne Wade, LeBron James et Kevin Love, qu'on ne va pas faire l'affront de présenter. Tu captes maintenant l'idée de super team, sur le papier il y a tout franchement. Même si certains de ces gars, je dois l'admettre, étaient déjà un peu cramés, ça nous fait quand même un joueur type de 31 ans, avec 7 sélections All-Star à son compteur et 14 tours de playoff passés dans sa carrière. Boum, ça envoie du bois quand même. Ajoutez à ça ses 22 points, ses 6 rebonds et ses 4 passes de moyenne, et nous avons tout ce qu'il faut pour obtenir un max d'étoiles, 14 au total. Bon après, ne le cachons pas quand même, et ça c'est pas forcément pris en compte, c'est l'état physique des joueurs, qui ne se définit pas toujours que avec l'âge. Mais après ça peut le faire parfois. Dwayne Wade par exemple avait 36 ans, et n'était déjà plus que l'ombre du joueur qu'il était au Miami Heat. Mais plus que les années, je pense que le pire dans cette super team, c'est l'historique de blessures. Ok, Isaiah Thomas sortait de sa meilleure saison en carrière, et de loin. Ses énormes stats à 29 points par match, je le répète parce que c'est hallucinant quand même, font bien grimper la colonne des statistiques du joueur type. Sauf que le problème, c'est qu'à la fin de cette saison-là, le meneur était victime d'une grave blessure à la hanche dont il ne s'est jamais remis. De plus, même si à Boston, certaines de ses failles avaient été plutôt bien planquées par Brad Stevens, à Cleveland, elles étaient flagrantes. En défense, le gars était un courant d'air. Ouais, je pense que ces chiffres étaient aussi en grande partie dus au système des Celtics. Pour Derrick Rose, même si c'est moins dramatique, c'est à peu près la même chose. Après ces multiples blessures qui ont commencé en 2012, plus jamais il ne retrouva le niveau de MVP qui était le sien quelques années plus tôt. Pourtant, au final, il ne pénalise cette super team ni dans la colonne âge, vu qu'il avait 29 ans, ni dans la colonne statistique. Oui, la saison d'avant, à New York, pour sa première saison sous un maillot autre que celui des Bulls, il avait montré de belles choses, avec 18 points par match en moyenne. Mais à Cleveland, ce ne fut pas pareil. Entre blessures et soucis personnels, le meneur a complètement sombré dans l'Ohio. Beaucoup pensaient d'ailleurs à cette époque qu'il était complètement perdu pour le basket. Heureusement pour lui qu'il a su rebondir ensuite avec les Wolves, et plutôt bien, car sans ça, je pense qu'il serait probablement à la retraite aujourd'hui. Je vois, donc là on a réuni pas mal d'anciens talents qui étaient pas forcément vieux et qui avaient réalisé une saison au moins correcte l'année d'avant, mais qui avaient un physique qui ne tenait pas assez la route pour aller loin. J'imagine que ça a dû flopper. Eh bien oui et non, pas vraiment en fait en termes de résultats, car Cleveland a quand même atteint les finales en 2018. Sauf qu'après un début de saison catastrophique, la franchise a carrément décidé de reconstruire et d'envoyer Derrick Rose, Isaiah Thomas, mais aussi Dwayne Wade ailleurs, au bout d'à peine quelques mois. Aïe aïe aïe, pour un échec concernant le recrutement, c'est un vrai échec. Comme quoi, associer de très gros noms, on va le voir tout au long de cette vidéo, ne suffit pas toujours pour gagner. Cette super team, aussi hypante qu'elle pouvait être, cumulait trop de problèmes d'alchimie, de vieillesse et de santé pour espérer aller vraiment loin ensemble. Ceci dit, quand on a tel nom à disposition, on a quand même envie d'y croire en début de saison. Voilà pourquoi, concernant la hype et seulement la hype, ces Cavaliers sont à la 6ème place de notre classement du jour. Pour la place numéro 5, nous avons désormais les Celtics 1988 qui eux aussi ont 14 étoiles. Si j'ai décidé de les classer devant les Cavs, c'est que eux n'avaient aucun souci de santé, leur potentiel physique était à fond ou pas loin. Et quel effectif sur le papier eux aussi, c'était juste hallucinant. Les 5 que je garde ici sont Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish, waouh. D'ailleurs ces gars ont tellement joué ensemble qu'il a été compliqué de choisir l'année, et c'est pas par hasard que j'ai pris 1988. Parce que ouais, j'ai fait des tests, j'ai fait des calculs, et c'est bel et bien cette saison qui apportait le plus d'étoiles selon mes critères de super team. Il faut dire que là encore, en termes d'expérience collective et d'alchimie, on était au sommet, ou pas loin. Avec 4 finales disputées et 2 titres remportés sur les 4 dernières années, cette super team des Celtics promettait d'envoyer du très lourd pour la saison 1987-1988. Ce n'est pas étonnant du coup que concernant le vécu en post-season, le joueur type avec 16 tours de playoff passés en moyenne obtienne 5 étoiles. Bon, après, tout n'est pas aussi bien dans les autres critères, vous le voyez vous-même. La ligne du All-Star Game par exemple laisse un peu à désirer, elle, mais mine de rien,
ça va, elle fait sa part du job et apporte 3 étoiles. C'est exactement la même chose pour l'âge, 31 ans ce n'est plus tout jeune, c'est sûr. Voilà pourquoi ce critère n'est pas hyper rempli non plus concernant les étoiles. Et pourtant, encore une fois, l'âge ce n'est qu'un chiffre, parce que quel niveau avaient ces joueurs encore malgré les années? Kevin McHale, 30 ans, avec ses 26 points par match et ses 10 rebonds la saison précédente, s'affichait de plus en plus comme une superstar à cette époque. Quoi de mieux pour accompagner un Larry Bird qui de son côté faisait des stats encore plus folles. À 31 ans, il compilait 28 points, 9 rebonds et 8 passes. Vous avez quelque chose à ajouter? Les deux trentenaires sortaient purement et simplement de l'une de leurs meilleures saisons en carrière. C'était donc normal que sur le papier déjà cette équipe hype du monde. Surtout quand à côté on avait un pivot de 34 ans comme Robert Parrish qui tournait encore à un gros double-double de moyenne et un meneur de 33 ans comme Dennis Johnson toujours capable de tourner à 13 points et 8 passes. Heureusement que Danny Ainge avec ses 28 ans à côté rajeunissait un peu le tout. En tout cas ça ne m'étonne pas du tout de voir les Celtics 1988 apparaître dans notre top du jour, cette super team était folle. Malheureusement elle non plus n'a pas obtenu le titre, échouant en finale de conférence face à des Bad Boys de Detroit complètement intraitables. Si ces derniers avaient potentiellement moins de talent sur le papier, ils avaient une rage de vaincre que Boston n'avait pas cette saison-là. C'est d'ailleurs cet échec qui a plus ou moins mis un terme à la dynastie des Celtics de Larry Bird. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie et du basket, et pourtant, vu l'effectif qui était affiché sur le papier, on aurait pu s'attendre à bien mieux de la part de ces Celtics 1988. La hype était donc bien là, et cette 5ème place, je pense, est méritée. Spot 4 maintenant avec les Lakers de 1972 qui, eux, ont remporté la bague. Ah, je commençais à avoir peur, j'ai cru que t'allais aborder que des losers aujourd'hui. T'es sévère quand même, hein, car jusque-là on a abordé un finaliste et un finaliste de conférence, comme loser il y a pire. Mais peu importe, car oui, ces Lakers de 1972, ce sont bel et bien des winners. Et du côté de la Californie, il était temps, je dois dire, vu que ça faisait 18 ans que la franchise légendaire n'avait pas été titrée. Yes, la dernière bague avait été remportée quand les Lakers étaient menés par George Mikan et que l'équipe était localisée dans le Minnesota. C'est dire, ça fait un bail. La population de Los Angeles a beau être cool et chill, et j'adore ceux qui habitent là-bas pour ça, mais là je pense qu'ils devaient s'impatienter. Il n'y avait pas eu un seul titre encore depuis que les Lakers étaient arrivé en ville. Mais revenons à notre équipe de 1972 et écoutez plutôt ces noms. Jerry West, Gail Goodrich, Elgin Baylor, Happy Hairston, Wilt Chamberlain, ça va, ça vous parle? Attends, ouais ça me parle, mais là il y a quelque chose que je capte pas. Il me semblait que Elgin Baylor n'avait jamais remporté de titre. Eh mais t'as quelques connaissances toi mine de rien, malgré tes airs de patator, et ouais t'as raison. Même si c'est vrai que sur Basket Info récemment on a fait une vidéo qui racontait de manière ultra complète la carrière d'Elgin Baylor, je vais revenir rapidement sur cette situation. En gros l'ailier revenait d'une grave blessure au tendon d'Achille et cela faisait plus d'un an qu'il n'avait pas joué. Mais là il semblait revenir en forme et son association avec les 4 stars que l'on a cités plus tôt en faisait saliver plus d'un. Bah ouais les gars, Rabbit avant de se blesser tournait encore à 24 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne, ça envoie pas du bousin? Surtout quand à côté on a un Wilt qui sort d'une campagne à 21 points et 18 rebonds et un West qui vient de cumuler 27 points et 10 passes. Ça se capte vite non du coup pourquoi on a 5 étoiles au niveau statistique. Surtout que Gail Goodrich, 17 points et 5 passes de moyenne et Happy Hairston, 19 points et 10 rebonds de moyenne n'étaient pas des manches non plus. Mais stop, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié et avant d'expliquer le pourquoi du comment de toutes les étoiles, je vais répondre à ta question qui concernait Elgin Baylor. En fait cette saison-là, la grosse tristesse, c'est que l'ailier n'a jamais retrouvé son niveau. Embêté par une blessure au genou qu'il gênait depuis un moment déjà, il eut du mal à capitaliser sur ses qualités athlétiques. Il l'admit lui-même, il ne prenait plus de plaisir à jouer. Voilà pourquoi au bout de seulement 9 matchs cette saison-là, il décida de prendre sa retraite. Trop de douleur, pas assez de kiff, je peux le comprendre. S'il avait su le pauvre que ça allait le priver du seul titre de sa carrière, il aurait peut-être attendu. Mais bon, rien ne dit non plus que les choses se seraient passées comme ça s'il était resté, je vais aborder un peu ça. Parce que ouais, clairement, il n'était pas du tout le seul joueur à apporter de la hype chez ses Lakers. Avec un joueur type qui cumulait 7 All-Star Games et 9 séries de playoffs remportées, il y avait de quoi être enthousiaste malgré l'âge moyen de 32 ans. En fait, tout était bon, on peut juste se demander si ce n'était pas finalement la présence d'Elgin Baylor dans l'effectif qui portait la poisse. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus, parce que j'ai bien trop de respect pour l'homme qu'il était, qu'il repose en paix d'ailleurs. Mais quand même, le soir où il a annoncé sa retraite, les Lakers ont entamé une série de 33 victoires consécutives. Jamais, encore aujourd'hui, une équipe n'a fait aussi bien dans l'histoire en termes de série de wins. Mieux encore, comme on le disait, cette super team est enfin allée jusqu'au titre après avoir échoué à 7 reprises en finale sur les 10 dernières années. Ça montre le niveau qu'avaient ces Lakers, et ça explique toutes les raisons de la hype autour de cette team. Mais allez, soyons francs, et même si le raccourci est facile, je ne pense pas que Elgin Baylor était un chat noir. Ouais, il faut aller plus loin que ça, et je pense que au contraire, son départ à la retraite a poussé toute la team à aller chercher le titre pour lui, ça a fait comme un déclic. Il y avait peut-être besoin de ça finalement pour gommer toutes ces années de la loose et apporter un surplus de motivation. Et si certains l'oubliaient, le grand ami d'Elgin, Jerry West, était bien là pour rappeler ses troupes à l'ordre. Tout ça prouve que lorsque l'on est une super team, le talent ne suffit pas pour aller au bout, il faut aussi une vraie force de caractère. Ces Lakers de 1972 l'avaient suffisamment pour aller remporter une bague, et c'est bien pour ça qu'ils ont su répondre à la hype qui les place aujourd'hui à la 4ème place de mon top.
Allez, place au podium maintenant avec notre place numéro 3 et une équipe que vous attendiez forcément, les Brooklyn Nets 2021. En vrai, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec les Lakers de 1972 que l'on vient d'évoquer. Déjà, le nombre d'étoiles qui est exactement le même, 15, mais en vrai, ça va plus loin que ça. Brooklyn, avec Kevin Durant, dispose aussi d'un joueur qui s'est pété le tendon d'Achille et a manqué l'intégralité de la saison d'avant. Sauf que, heureusement pour le Slim Reaper, la médecine a fait d'énormes progrès depuis 1972, et contrairement à Baylor, KD, qui en plus de ça est plus jeune, ne semble pas avoir trop de mal à poursuivre sa carrière aujourd'hui. Même si j'avoue, ce serait pas mal qu'il revienne un jour de sa blessure aux ischio, il ne va pas nous faire une Baylor lui aussi et prendre sa retraite. Bon, j'arrête d'halluciner, c'est vrai qu'il y a peu de chance, et pour le basket, c'est quand même tant mieux. Ouais, d'ailleurs, c'est bien pour ça que malgré un nombre d'étoiles similaires, j'ai décidé de classer les Nets 2021 devant les Lakers 1972. Oui, la médecine depuis a fait de vrais progrès, ils ont une santé sensiblement meilleure, et l'âge n'a plus autant de signification que quelques années auparavant. Bref, là en tout cas, on a encore un joueur type qui envoie du bois. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge ont tous au moins 6 sélections All-Star. Déjà, c'est ultra lourd, ça fait 5 étoiles, mais ça ne s'arrête pas là. Tous ont déjà passé plusieurs tours de play-off, et 3 d'entre eux, sûrement les plus importants, ont au moins mis un pied en finale une fois dans leur carrière. Si Aldridge et Griffin avaient été un poil plus victorieux dans leur vie, en post-season, on aurait vraiment pu faire péter le compteur d'étoiles. Par contre, là où on compense, c'est qu'en termes de stats, c'est d'une violence, une violence sans nom, ma foi. Même si Griffin et Aldridge, encore eux, sont clairement sur la pente descendante, ce qu'ils ont produit l'an dernier n'était tout de même pas dégueu. Et ce, même si Blake a été blessé la majorité de la saison précédente. Si on avait pris la saison juste avant, là, la 2018-2019, ça aurait été encore plus lourd. Mais bref, peu importe, car quand on a un gars comme Harden à côté, qui tournait à 34 points par match l'an dernier, ou des gars comme Kyrie et KD, qui eux aussi remplissent toutes les cases, c'est normal, encore une fois, que les étoiles tombent. Pas besoin d'un Griffin au top, donc, parce que les 5 stars, ça les tape déjà easy. Ouais, mais par contre, il y a encore un truc que je ne capte pas. Comment t'as fait pour les stats de KD, vu qu'il n'a pas du tout joué la saison précédente? Ah, et bien, bonne question, encore une fois. J'ai tout simplement pris les stats de l'année d'avant pour ne pas mettre un 0 et garder un peu de cohérence. Alors ok, ça aurait pu être faussé si Durant n'avait pas réussi à revenir correctement de sa blessure, mais là, en vrai, au vu de ce qu'il a montré sur les matchs qu'il a joué à Brooklyn, depuis, ça va. En fait, ses stats sont même encore meilleurs que ce qu'il produisait à Golden State il y a 2 ans, donc je pense que c'est bon, le repère est correct. Après, encore une fois, ce qui empêche cette équipe d'être au sommet, au niveau de la hype d'un point de vue all-time, c'est probablement l'âge. À part Kyrie, tous sont des trentenaires, et certains, comme Aldridge, l'ont bien passé cette barre des 30 ans. Mais bon, au final, ça va encore, ça fait une moyenne de 31 ans, et en 2021, c'est plutôt jeune, je trouve, comme âge. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces Nets arriveront à faire aussi bien que les Lakers de 1972? Eh bien, pas sûr, parce qu'il y a de vraies différences aussi, et ils ont tout à prouver. Non seulement il faudra qu'ils soient tous en bonne santé, mais aussi qu'ils aient suffisamment de temps pour développer une alchimie. Là, la saison est bien entamée déjà, beaucoup ont manqué pas mal de matchs, et l'expérience commune pourrait manquer à l'arrivée en play-off pour cette team qui a été créée en cours d'exercice. Les Lakers, eux, même s'ils ont dû réintroduire Elgin Baylor qui avait été blessé, jouaient depuis longtemps ensemble et n'avaient pas ce problème. Par contre, si ces Nets arrivent à jouer toute la fin de saison avec la rage au ventre, comme l'ont fait les Californiens en 1972, je pense que sky is the limit pour eux. Le potentiel est infini si la mayonnaise prend, et voilà pourquoi cette équipe suscite autant de hype. Du coup, à mon sens, c'est tout à fait légitime de les retrouver sur le podium aujourd'hui. Maintenant, à eux de prouver que cette hype, ils la méritent. Allez, top 2 maintenant avec encore une équipe récente, les Warriors 2019. C'est plutôt marrant, enfin non, pas trop, mais encore une fois, on va parler de tendon d'Achille, et plusieurs fois en plus. Là en tout cas, on évoque une équipe qui en 2019 restait sur 3 titres remportés en 4 ans, et 4 finales disputées en tout. Pour encadrer et renforcer le trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, Kevin Durant avait débarqué en 2017. Et ouais, on parle encore de lui, et déjà c'est pas mal du tout ce quatuor, mais on ne va pas s'arrêter là. DeMarcus Cousins, qui, on en parlait juste avant, s'était fait le tendon d'Achille la saison précédente, débarqué à son tour à San Francisco pour compléter le roster. Ouah, sur le papier, voir ces 5 noms couchés côte à côte, c'était incroyable. Franchement, ouais, on avait un très beau quintet, et parlons de Cousins pour commencer. Bien sûr qu'il s'était fait le tendon, mais avant la saison, il y avait quand même de l'espoir, beaucoup d'espoir. Attendu pour revenir début janvier, ce qu'il a fait d'ailleurs, le pivot sortait d'une énorme campagne chez les Pelicans, 25 points, 13 rebonds et 5 passes, tout ça en évoluant à côté d'Anthony Davis, ça prouve son niveau, non? Alors bien sûr, quand il est revenu, il n'a pas tout de suite réatteint ces mêmes chiffres, surtout que Steve Kerr a décidé de limiter ses minutes et a préféré être prudent, je le comprends. Mais ne parlons pas trop vite, car Boogie était loin d'être fini. Dès qu'il avait un peu de temps de jeu, il explosait, et il a posé des matchs à 28 points et 13 rebonds sans forcer, c'est lourd. Donc ouais, même s'il lui fallait du temps, on le sentait, et les doutes, il les a rapidement gommés. Et du coup, si on cumulait les chiffres 2017-2018 de ces 5 Warriors, on arrivait à un joueur type assez impressionnant. 28 ans, donc un joueur en pleine force de l'âge, 5 All-Star Games joués et des stats archi complètes. En vrai, le total de 16 étoiles se comprend directement. Puis je reviens sur l'âge aussi que
j'évoquais juste avant. C'est très important parce que cette fois-ci, ce n'était pas du tout un handicap. Si on prend les 5 joueurs que j'ai pick, tous avaient entre 28 et 30 ans, donc tous étaient en plein prime, ou presque. Je vous le redis honnêtement, et ce malgré la blessure de Cousins. L'année d'avant, il y avait vraiment, mais vraiment de quoi être hypé de fou. C'était écrit, les Warriors devaient faire le sweep-it, et j'avais même fait une vidéo où je parlais de ça, je m'en rappelle, en disant que s'ils n'y arrivaient pas, c'était l'un des plus gros chocs all-time. Bon, depuis, j'ai mis de l'eau dans mon vin, parce qu'en fait, il était prévu que tout le monde arrive en bonne santé au moment de la post-season. Et ce n'était pas du tout prévisible, mais c'est tout l'inverse qui a eu lieu, je vais vous raconter ça. Premier tour face aux Clippers, match 2. Au bout de même pas 3 minutes, Boogie s'écroule et se blesse au quadriceps. Il reviendra pour les finales, mais limité. Jamais il ne put retrouver son rythme. Et ces finales, parlons-en. Kevin Durant, qui n'avait plus joué depuis le deuxième tour en raison d'une douleur au tendon d'Achille, décide de revenir pour le match 5. Mauvaise idée, c'était trop tôt. Cette fois-ci, il se pète définitivement et manquera plus d'un an avant d'aller signer au Nets, on l'évoquait plus tôt. C'est vraiment le fil rouge du jour, ce tendon d'Achille. Donc déjà, pour les Warriors, cette blessure de Cousins, puis celle de KD, ça pique, mais si seulement ça s'était arrêté là. Lors du match suivant, le match 6, c'est au tour de Klay Thompson de se retrouver au sol. Cette fois-ci, ce sont les croisés qui lâchent. On n'a toujours pas revu l'arrière sur un terrain depuis. Alors soyons clairs, hein, je ne veux rien enlever à Kawhi Leonard et aux Raptors qui ont été champions en 2019. Ils ont été très bons, mais ces Warriors quand même, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Sans blessure, cette super team aurait probablement bien pu mieux répondre à cette hype qui était placée en elle en début de saison. Mais c'est comme ça, le destin en a voulu autrement. Et si on revient au sujet du jour, c'est-à-dire la hype, mine de rien, tous ces noms dans leur force de l'âge en début de saison, ça faisait frissonner. Ça donne donc assez logiquement, je pense, à ces Warriors 2019 la deuxième place de notre top du jour. Dommage pour eux, juste que la santé n'est pas suivie. Et enfin, notre numéro 1, notre grand gagnant du jour concernant la super team qui a provoqué le plus de hype dans toute l'histoire, les Lakers 2004. Sérieux, attends, mais tu rigoles, je les connais un peu, c'est une équipe de grand-père que tu nous proposes en top 1. Ça y est, toi, depuis que je t'ai dit que tu connaissais des choses, tu prends la confiance, et sur ce coup-là, tu parles bien vite, je trouve. Bien sûr, là où je te rejoins, c'est qu'en termes d'âge, ce n'était pas l'idéal. Malone avait 40 ans, Peyton 35 et Fox 34. Ouais, même si Kobe compensait avec ses 25 ans, j'avoue qu'au premier abord, ça faisait un peu maison de retraite. Mais perso, moi, une saison de retraite qui joue au basket comme ça, je veux bien y aller tous les jours, et je commence même aujourd'hui. L'année d'avant, à Utah, malgré son âge, Malone tournait encore à 21 points et 8 rebonds de moyenne. Peyton, lui, à Seattle, compilait 21 points et 8 passes. Ajoutez à ça les 28 points du Shaq et ses 11 rebonds, mais aussi les 24 points de Kobe, et vous comprenez déjà pourquoi on explose tout dans la colonne statistique. Là, il y a direct 5 étoiles sans bégayer une seule seconde. Clairement, ces gars n'étaient plus dans leur première jeunesse, c'est sûr, mais ils étaient bien moins cramés que certains. Je vais faire un comparatif qui ne va pas plaire, mais perso, j'ai l'impression que le Karl Malone, qui entamait sa saison 2003-2004, était moins rincé que le Blake Griffin qui a commencé cette campagne 2020-2021 sous le maillot des Pistons. Et pourtant, si on faisait correspondre les dates, il y aurait 9 ans d'écart entre les deux gaziers, c'est dingue. Et ouais, tu ne peux pas test avec la longévité de Karl Malone et tu ne peux pas test non plus avec la longévité de Gary Payton. Et franchement, en mixant tous ces paramètres, on obtient un joueur type qui possède une expérience phénoménale. 7 All-Star Games de moyenne et 16 tours de playoff remportés. Tu veux dire quoi de plus? Tout ça avec un Rick Fox qui n'a jamais été All-Star. Là en fait, avec cette super team, c'est simple. Mis à part pour le critère de l'âge qui prend le minimum dans les étoiles, on obtient du 5 partout. C'est un truc de malade mental. Tu m'étonnes que ça ait suscité de la hype. C'était une vraie Dream Team. Alors une Dream Team de vieux bien sûr, mais une Dream Team quand même. C'était tous des cracks encore. Et pour couronner le tout, histoire de faire les choses bien, même si ça ne rentre pas en compte là-haut, ils étaient coachés par Phil Jackson. Ok, je vois, t'arrives à me convaincre, c'était plus que des vieux. Mais est-ce qu'elle a réussi à gagner le titre au moins, cette fameuse Dream Team des Lakers? Eh bien non, pas du tout. Gros fail. Pourtant, la motivation était là et le niveau de jeu aussi. Karl Malone et Gary Payton crevaient d'envie de remporter leur première bague. Et sur le terrain, ils donnaient leur trip. Un peu trop peut-être d'ailleurs, concernant l'ailier fort qui dut manquer 2 mois et demi de compétition en raison d'une blessure au genou. Et en vrai, si l'on regarde, le souci ne venait pas des vieux, plutôt du duo Kobe-Shaq. Le torchon brûlait sévèrement entre les deux hommes et leur bif monopolisait toute l'attention dans les médias. Autour de ça, pas facile de trouver une alchimie, même avec le Zen Master aux commandes. Mais quand même, difficile d'aller contre le talent et l'expérience. Les Lakers finissent 2e à l'ouest et accèdent au final NBA quasiment sans aucun souci. Alors on se dit que malgré le roller coaster connu dans les médias pendant toute la saison, ça va passer, mais en fait non. À cause d'un Kobe qui a probablement trop voulu prouver qu'il pouvait tout prendre sur son dos, et surtout en raison d'une énorme envie affichée par les Pistons, c'est vraiment ça quand même qui a fait la diff, la super team des Lakers des joies. Prendre 4-1 face à l'équipe du Michigan, je ne vous le cache pas, ça a piqué. Pour tout vous dire, certains observateurs parlent même du plus gros fail de l'histoire pour ces Lakers 2004, surtout que tous dessouda dès l'été. Malone prit sa retraite sans bague, Shaq fut envoyé à Miami et le retour sur terre fut violent. Perdre comme ça avec si peu de fond de jeu face à une telle équipe de Détroit, ça n'a été digéré par personne. Et pourtant, avec le recul, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rashid Wallace, Ben Wallace, est-ce que ces Pistons ne disposaient pas eux aussi d'une super team? Peut-être bien, et même s'ils n'apparaissent pas dans le top 6 du jour, vous les retrouverez sans aucun doute dans le classement complet que je vous ai mis en description.
Cavs 2018, Celtics 1988, Lakers 1972, Nets 2021, Warriors 2019, Lakers 2004. Voilà pour ce qui est des 6 super teams les plus hypantes de l'histoire selon mon critère en étoiles, voilà pour ce qui est de mon 32e overtime. Bon, est-ce que ça vous a plu le retour des étoiles? Ça faisait longtemps, non? En tout cas, moi j'ai kiffé faire tous ces calculs parce que ça a permis de démontrer un truc. Oui, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a une super team hyper hypante sur le papier que ça garantit un titre au bout. Associer des grands noms c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Du coup, c'est là que vient la vraie question du jour. Vous en pensez quoi, vous, de ces Nets 2021 qui arrivent sur mon podium, à la 3ème place? Vont-ils assurer comme les Lakers 1972 ou plutôt flopper comme les 4 autres équipes que l'on a abordées aujourd'hui? Dites-moi ça en commentaire en utilisant une note sur 10. 10, ça veut dire que selon vous, ils vont accéder au titre à coup sûr. 0, ça veut dire que vous pensez qu'ils n'ont aucune chance d'aller au bout. Ça me permettra de faire des calculs encore, de faire des moyennes et de connaître un petit peu les tendances de la communauté. Et croyez-moi, ça m'intéresse grave. Puis allez, vu que régulièrement on me reproche de ne pas donner de notes moi-même, je me mouille. Perso, là, tout de suite, à ces Nets 2021, je donnerai un 4, juste en dessous de la moyenne. Trop d'incertitudes pour moi à ce jour, pour donner un chiffre plus haut et garantir un titre. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça a lieu. Récemment, on a sorti une vidéo sur Elgin Baylor, dont je parlais plus tôt, et j'ai vraiment kiffé faire des recherches sur lui, pour aller choper des anecdotes peu connues. Allez checker s'il vous plaît, c'est un vrai hommage mérité qu'on a produit pour ce grand homme. Pour débattre avec la commu et suivre tous mes projets au quotidien, vous connaissez, c'est encore et toujours sur Discord et Instagram que ça se passe. D'ailleurs sur Insta, mais aussi Facebook et Twitter, le second tour vient de commencer dans mon tournoi des All-Time Teams, et c'est bouillant. Du coup, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces réseaux pour apporter vos votes. Ouais, go permettre à votre équipe favorite d'aller le plus loin possible dans ce tournoi, ce serait dommage de louper ça. Et enfin, pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yep pas le 4 à la suite, si cher à Julien Lepers, j'adore. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le soutien, vous pouvez même faire un tour sur mon Tipeee. Ça, j'ose plus trop en parler, mais c'est hyper primordial. Ça donne de la force de ouf pour continuer à avancer. Alors, je peux compter sur vous, ce serait cool. À très vite. Bye.